Des crèmes pour moins vieillir, du maquillage pour nous embellir et des gels douche pour sentir bon. Les cosmétiques nous rendent beaux et propres, mais sait-on vraiment de quoi ils sont faits? Sont-ils efficaces? Nous avons une flopée de questions à poser à nos deux invités qui sont spécialistes de cosmétologie, deux enseignantes à la faculté de pharmacie de Nantes. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Gilbert. Bonjour. Alors nous partons de l'autre côté de l'Atlantique avec vous. Oui, avec des Vendéens. On parle beaucoup des Vendéens qui sont allés vers les Charentes, le sud-ouest, mais il y a d'autres qui sont allés beaucoup plus loin, et plus précisément vers le Canada. Ils ont migré au Canada, bien. Et donc c'est un ouvrage qui est sorti il y a quelques temps et vous revenez dessus. Très bien. Merci Gilbert. Bonjour mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je vous présente Laurence Coiffard, Céline Couteau. Vous êtes toutes les deux enseignantes à la faculté de pharmacie de Nantes. Et votre spécialité, c'est la cosmétologie. Vous écrivez des ouvrages pour les professionnels, mais aussi pour le grand public, on y reviendra. Et puis vous avez sorti un blog qui va nous servir, tous consommateurs, utilisateurs de cosmétiques, surtout Gilbert qui se met beaucoup de choses sur le visage. Oui. Voilà. Alors dites-moi, la cosmétologie, les cosmétiques, c'est des produits pour, comme je disais, nous rendre beaux et propres, c'est ça, en cours? Si on a appelé notre premier ouvrage Beauté, mon beau souci, histoire de la beauté des cosmétiques, c'est un peu long. Ouais. C'est évident que les cosmétiques, ils ont leur rôle à jouer et depuis des millénaires pour tenter d'améliorer. C'est pas qu'une histoire marketing, ils ont toujours existé. Toujours. Ouais. Donc mais la définition de la cosmétologie, c'est ça, c'est l'hygiène. Alors la définition du cosmétique, ça c'est la partie réglementaire qui intéresse Laurence. Ouais. Donc ça veut dire que le terme lui-même, oui, il est, comme vous dites, il est réglementaire. Ah oui, complètement. Oui, au niveau européen, il y a un règlement qui est rentré en vigueur il y a un peu plus de 3 ans, un peu plus de 4 ans. Récent. Voilà, et qui définit très précisément ce qu'est un produit cosmétique. D'accord. C'est un peu compliqué ou... C'est pas très compliqué, mais ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que ça ne peut pas avoir de propriété thérapeutique. Ah, ça, c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant. C'est un produit qui répond aux fonctions, aux propriétés que vous avez évoquées. La propreté, le maquillage, l'entretien de la peau, le parfumage aussi. Le parfumage, mais qui ne va pas au-delà et qui ne soigne pas l'acné, qui ne traite pas le psoriasis, aucune dermatose et encore autre chose. Alors, il y en a énormément des cosmétiques, on a l'impression qu'on invente tous les jours. Donc on est dans une période où à la fois on a l'impression qu'on est obligé de s'en servir, mais on peut être heureux d'en avoir plein chez soi, et en même temps il y a un petit scepticisme qui commence à naître. Finalement, nous, consommateurs, on connaît peu ce qu'on achète, c'est un peu... Vous avez raison déjà de dire que c'est quelque chose qui naît et qui est relativement récent, puisque pendant des siècles, on a utilisé sur la peau toutes sortes de produits sans se soucier du tout de leur toxicité. C'était les sels de plomb, etc. Oui, qui étaient donc, on sait maintenant oui, très, très dangereux. Et on prenait vraiment, il fallait des produits qui soient efficaces et on ne s'occupait pas de la toxicité. Et puis, dans les années 70, on a eu l'affaire du talcum orange, une affaire de santé publique qui a défrayé la chronique. Et là, les gens ont commencé à avoir peur et se dire un cosmétique, ça peut être dangereux au point d'engendrer le décès du consommateur. Et là, ça a été le déclic pour la réglementation et puis pour la prise en compte de la partie innocuité. Alors, depuis, il y a eu beaucoup d'épisodes comme ça. Alors, le plus évident, on a discuté en préparant l'émission, c'est le parabène. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ont le réflexe de regarder « Ah, c'est marqué qu'il n'y en a pas, donc je peux faire confiance ». Alors vous remettez un petit peu en question ça. C'est pas si simple, effectivement. Parce que toute la polémique parabène a abouti. Pour l'industriel, il n'avait pas d'autre solution, très souvent. Ça sert à quoi le parabène dans un cosmétique? Alors, les parabènes servent à conserver le produit, qu'il n'y ait pas un développement de bactéries, de moisissures, et que le produit ne soit plus utilisable. Donc, il est indispensable. On ne peut pas faire de cosmétique, ou à quelques rares exceptions près, on ne peut pas faire de cosmétique sans conservateur antimicrobien et antifongique. Mais du coup, sous la pression médiatique, sous la pression du public, du consommateur, l'industrie a supprimé les parabènes et forcément les a remplacés par autre chose. Souvent... moins dangereux? Non. Souvent qui pose plus de questionnements, comme la fameuse MIT. Je ne sais pas si tu en parles. Méthylisothiazolinone, un conservateur qui est très allergisant. Mais qui est autorisé. Il y a une restriction puisque c'est uniquement dans les produits rincés et c'est vraisemblablement amené à être interdit.
Mais vous allez jusqu'à dire que le parabène, finalement, il ne fallait pas faire une politique, c'était pas justifié. De toute façon, ils sont parfaitement réglementés, ils sont autorisés. On en trouve encore dans une large variété de cosmétiques. Et à la limite, nous, on aime bien trouver des parabènes parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de générateur de formol ou d'autres ingrédients qu'on aime moins voir apparaître dans les listes d'ingrédients. C'est parce que c'était utilisé à des doses un peu trop élevées ou... Non. Enfin, c'est que les publications scientifiques sur lesquelles on s'est basé ont été prises au dramatique par certaines associations en particulier. Pour donner juste une idée, l'huile de soja est beaucoup plus dangereuse que les parabènes au terme d'un effet perturbateur endocrinien, puisque c'est ce qu'on leur reproche. Donc en fait, une des clés, c'est souvent que les informations sont mal interprétées, déformées. C'est une mauvaise lecture. Une mauvaise lecture. Donc ça, c'est vraiment le nœud de votre travail, essayer d'apporter une information plus éclairante et plus pertinente, parce que quand on lit une étiquette d'un cosmétique, c'est impossible de savoir si je peux, je dois, s'il est efficace, s'il est toxique. Ça, c'est logique. Quand on n'est pas spécialiste du domaine, vous avez la liste des ingrédients, ça reste opaque. Et c'est un peu normal, puisque tout le monde n'a pas fait des études pour connaître le rôle de chaque ingrédient. Alors, comment votre discours, ce que vous dites, est reçu de la part des professionnels et du grand public? Pour l'instant, c'est surtout les professionnels. Oui. Ils sont très attentifs, en particulier à notre blog. Ils se connectent tous les matins et ils regardent quel regard nouveau on a posté le matin. Parce que sur votre blog qui s'appelle Regard sur les cosmétiques, donc vous présentez qui vous êtes, vos publications, etc. Mais vous postez tous les jours un article qui fait un focus sur un produit. Un thème, ou ça va varier. Mais c'est vrai que de façon récurrente, c'est quand même des produits. Alors, on peut citer un exemple qui va parler à tout le monde, c'est le fameux shampoing Head & Shoulders, donc qui s'est autoproclamé ou qu'on a proclamé un des premiers shampoings vendus au monde. Mondial, donc là, ça vous a fait tilt, c'est ça? On dit qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a deux choses. Oui. On les connaît bien, donc on sait que leur molécule phare, c'est la pyrithione zinc. Ça, tu peux en parler puisque on l'a étudié au laboratoire. Oui. Alors, c'est leur actif antipelliculaire. Oui, donc c'est ce qui fait, on va dire, leur marque, en fait. On utilise ça généralement. Alors, ils ne sont pas les seuls, mais c'est la molécule qu'ils utilisent dans tous leurs shampoings, avec une efficacité qui est réelle. Pour autant, de fait, la Commission européenne se repenche actuellement sur cette molécule, parce qu'on sait qu'elle présente un certain nombre d'inconvénients. Mais c'est pas récent, puisque moi, quand je suis arrivée dans le labo dans les années 90, au début des années 90, on a déjà publié en indiquant que c'était une molécule qui... elle est irritante, elle est allergisante. Elle est irritante, pas tellement allergisante, irritante surtout, et d'autres équipes avaient montré qu'elle était mutagène. Donc effectivement, il ne faut pas faire le lien mutagénèse chez l'animal, obligatoirement carcinogénèse chez l'homme, mais tout de même. Donc, donc ça veut dire ça peut faire évoluer certaines choses dans notre organisme, c'est ça le mutagène? Oui, tout à fait. Ça peut être effectivement une voie vers la carcinogénèse. Ce n'est pas systématique, mais ça peut être un mécanisme d'action. Donc, il aurait fallu être prudent avec cette molécule-là, et en 2017, elle existe toujours. Et quelqu'un qui se prétend le leader du marché des antipelliculaires l'utilise comme actif phare. Donc c'est pour ça qu'on a voulu... C'est très dommage, puisqu'il y a d'autres actifs antipelliculaires qui sont même beaucoup plus efficaces. On les utilise à un moindre pourcentage et sans aucun souci. Donc on veut essayer d'alerter sur un certain nombre de sujets de ce type. Alors vous pointez des choses qui vous paraissent anormales, mais vous applaudissez aussi pour certaines choses. Ah oui, quand c'est bien... Alors on est des enseignantes, donc on donne des bons points et on donne des mauvais points, mais il n'y a pas que l'aspect gendarme. On aime bien quand même saluer les produits qui nous plaisent. Et comment vous les choisissez, ces produits? C'est un peu au hasard, ou c'est parce qu'il y a certains, vous trouvez qu'on en parle beaucoup? Oui, c'est guidé un peu par ça. Il y a les deux. Donc il y a évidemment les grandes marques. Toutes les grandes marques sont passées au crible. Elles n'y échappent pas. Et puis autrement, tout d'un coup, on a une étudiante, par exemple, qui nous a dit « Qu'est-ce que vous pensez des cosmétiques Maurice Mességuet ?» Donc on a fait un article, ça a passé lundi. Il y a des demandes aussi, puisqu'on a une adresse mail sur le blog. Donc certains lecteurs nous disent « Qu'est-ce que vous pensez de tel produit ?» Vous répondez à des questionnements individuels? Oui. Toujours. Tous les questionnements individuels ont leur réponse. Je sens que Gilbert va regarder dans sa salle de bain, faire un inventaire. Vous gardez la parole? Je peux garder la parole. Allez, chronique sur ces Vendéens qui sont partis migrer au Canada.
le point de départ de votre chronique, c'est l'ouvrage de Jacqueline Colleux. C'est un ouvrage de Jacqueline Colleux qui est sorti l'an dernier, qui fait un point très précis. C'est une somme de recherches un petit peu partout dans les archives, mais aussi de contacts avec des familles qui ont migré, qui porte sur une période relativement restreinte. Hein. C'est une deuxième, je dirais presque une deuxième vague de migrants, puisque ça porte sur la période 1880, 1900, 1915, 1920 pour simplifier, où il y a eu très précisément 377 Vendéens qui sont partis durant cette période-là. C'est l'équivalent de communes, comme si toute la population, moi, je ne sais pas, de Ceuzay, Le Fougereuse, Saint-Denis-du-Péray partait au Canada. Alors, il y a deux types de migrants. C'est d'une part des civils, mais aussi des religieux. 224 civils et 153 religieux ou religieuses. Alors, le profil par rapport, parce que j'évoquais tout à l'heure les migrants vers les départements limitrophes, Charente et Sud-Ouest, le profil n'est pas le même, parce que dans les Charentes, c'était surtout des familles de paysans et des familles, alors qu'au Canada, c'est plutôt des professions un petit peu plus diversifiées et des individus, surtout des hommes. Il y a très peu de femmes. Il y a des causes qui sont, je dirais, pratiquement identiques, parce que la Vendée, il y avait beaucoup d'enfants, il n'y avait pas beaucoup de terre, pour une activité économique qui souffrait un petit peu. Mais il y a des causes aussi qui sont différentes, puisque là, au Canada, on part un petit peu plus dans un esprit d'aventure, pour un petit peu plus d'audace. Sport d'une vie meilleure. D'une vie meilleure, d'une terre promise. Et puis il y avait un contexte religieux aussi, parce qu'on était dans cette période-là à une forte laïcisation et aussi de l'anticléricalisme. On va arriver aux périodes de 1905, les lois de séparation de l'État, de la religion et de l'État, de l'Église et de l'État. Et donc, il y a des gens notamment les religieux, qui se sentaient un petit peu menacés ou qui ne pouvaient plus. Un peu comme en mission. Et puis, il y a des courses un petit peu diverses. Il y a un certain, par exemple, Pierre Théier, qui est parti pour un chagrin d'amour. Voilà. Loin du cœur. Voilà. Alors, pourquoi le Canada précisément? Il y a d'une part des raisons, je dirais, un petit peu historiques, parce qu'il y avait déjà eu Champlain, on en avait parlé, il y a eu une première vague de migrants, il y a eu 8500 Français qui sont partis, ça a été dénombré jusqu'en 1763, dont 600 Poitevins et 192 Vendéens, surtout des gens du côté de Fontenay. Et puis, il y a eu un appel à cette période 1880 du gouvernement canadien pour peupler. Et alors, oui, c'est les zones où les Français arrivaient n'étaient plus du tout les mêmes, parce que c'était plutôt côté est dans un premier temps, et ensuite le gouvernement canadien, c'était plutôt pour peupler les provinces de l'Ouest. Le Manitoba, l'Alberta, etc. Et alors, il y avait quand même des fleurs qui étaient offertes aux migrants, puisqu'on leur donnait 64 hectares. Ce qui était énorme pour des Vendéens à l'époque. Et il y avait toute une opération de recrutement. Il y avait des rabatteurs. Il y avait entre autres un certain Auguste Baudard, qui était l'agent officiel du Canada, qui organisait des conférences, qui distribuait des tracts pour inviter justement les Vendéens à partir là-bas. Les Vendéens étaient appréciés parce qu'ils étaient travailleurs, ils étaient catholiques, des grandes familles. Donc pour peupler le pays, c'était très très bien. Une autre époque. Pour autant, l'intégration n'a pas forcément été facile, parce que le climat, les techniques, la langue, parce que c'était une sous-domination anglaise surtout, l'isolement, l'insécurité, parce qu'il y avait encore des Indiens, manque de moyens, donc si bien que c'était difficile. Il y a très peu de Vendéens qui ont, je dirais, véritablement fait fortune. Il a fallu pratiquement attendre, sauf peut-être dans le domaine un petit peu artistique, il y a eu quelques cas. C'est plutôt la deuxième génération qui a réussi à percer, quoi. Alors, le temps, mais compté, comme à chaque fois, Voilà. Ce qu'il faut relever quand même, c'est l'ouvrage justement de Jacqueline Colleux qui est paru aux éditions du Centre vendéen de recherche historique. C'est une somme de recherche
Et c'est surtout aussi des témoignages. On sent de l'émotion. Il y a des illustrations, je dirais quasiment inédites, parce que ça a été collecté auprès des familles. Vraiment, c'est très bien. Et on peut faire une recherche par nom, hein. C'est ça qui est intéressant. On peut faire des recherches par nom aussi. Alors, ce que je voulais signaler aussi, c'est que Jacqueline Colleux tient une conférence le 15 décembre au Sable d'Olonne. Je crois que c'est à 19h, en tout cas, il faut vérifier, justement sur ce sujet-là. Je pense que ce sera également passionnant. Complètement. Et si on n'est pas fâché, on peut, parce qu'on a tiré de cette, pas uniquement pour les Vendéens, mais de cette migration vers le Canada, des expressions, si on n'est pas fâché, on peut fumer le calumet de la paix ou déterrer l'âge de guerre. Très bien, merci voilà. Gilbert. Et puis on retrouve l'interview de Jacqueline Colleux sur le site internet du magazine Racine. On revient à notre sujet avec vous, Céline Couteau et Laurence Coiffard, sur les cosmétiques. Alors, est-ce qu'ils sont efficaces ? Ça dépend, j'imagine. Ouais. Est-ce que ceux qui sont sur le marché peuvent être toxiques ? Ou est-ce que c'est ça plus ça plus ça qui peut nous mettre un peu en danger ? C'est une question qui est vaste. Nous, on s'intéresse en particulier au niveau de l'efficacité aux produits de protection solaire. Oui. Et l'été, alors je ne vais pas dire on a pris l'habitude parce que c'est un bloc qui a un an, mais l'été dernier, on a publié jour par jour les résultats concernant un certain nombre de produits de protection solaire du commerce. Oui. On a vu que pour certains, ça fonctionnait, on avait bien la valeur affichée. Dans d'autres cas, c'était largement surestimé. D'accord. Mais ça veut dire qu'ils sont pas testés, ils passent pas par un banc d'essai, une réglementation. Mais non, c'est le problème. Oui. Le médicament, il y a un vrai filtre et on ne peut être sur le marché que si on a obtenu ce qu'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Les cosmétiques, tout un chacun, enfin ou à peu près, peut mettre sur le marché des produits cosmétiques en affirmant les tester en interne comme la réglementation le demande. Et en fait, il n'en est rien. L'ANSEM, qui est l'organisme de tutelle, épingle quand même régulièrement, mais d'une manière aléatoire, mais pas exhaustive du tout. Alors c'est ce qui vous fait dire que pour vous, la petite savonnerie locale, vous êtes plutôt méfiante. Vous dites, c'est pas parce que c'est local et artisanal que c'est forcément plus la structure est petite, moins il y aura de services réglementaires. Dans certains cas, il n'y a pas du tout de services réglementaires. Donc des gens, vous imaginez, qui n'ont pas de notion de substances autorisées interdites, ça peut aboutir à des gros soucis. D'accord. Bon, donc il faut qu'on s'abstienne. Ça suppose pour vous une connaissance pointue sous l'angle, je dirais, scientifique, et également après en termes de communication, parce que c'est pas simple. Oui, parce que c'est pas... C'est vrai que communiquer vis-à-vis... C'est ça notre problématique aussi. Communiquer en termes simples pour toucher le plus large public. On voulait sortir aussi, c'était ça l'objectif, strictement de nos étudiants avec un langage là, qui leur est adapté, mais pouvoir communiquer largement à la communauté scientifique, dermatologique et à tous les consommateurs. Parce que clairement, on ne peut pas être autonome en tant que consommateur face à un cosmétique. C'est pas possible. C'est ce qu'on essaie de faire croire aux gens en disant prenez des produits bio parce qu'on sait tout ce qu'il y a dedans, etc. Vous faites vos cosmétiques vous-même, vous saurez ce que vous mélangez. Quand on voit déjà qu'Aromazone a une injonction de l'AFSAPS au niveau de la qualité. Aromazone, donc ça, c'est un des gros fournisseurs quand même d'ingrédients pour les personnes qui font leurs cosmétiques par elles-mêmes. Donc il y a des gros soucis. Donc quand on entend certaines blogueuses qui disent voilà, c'est bien de faire ses cosmétiques soi-même parce qu'on sait ce qu'on met dedans, non, justement, puisque la qualité des matières premières est loin d'être bonne. Très bien. Alors, et pourquoi c'est cher, tous ces cosmétiques aussi ? C'est parce que justement, c'est une industrie de pointe Il y a toutes les gammes de prix. Nous aussi, une discipline vers laquelle on tend, c'est la socio-esthétique, c'est-à-dire l'utilisation de cosmétiques vers des personnes très désocialisées, pour certaines incarcérées même, qui effectivement ne vont pas s'acheter des gammes de luxe. Et on trouve des cosmétiques tout aussi efficaces à prix tout à fait abordable, par des bourses plus limitées. D'accord. Donc, comme souvent, en fait, le prix n'est pas une garantie. C'est pas une garantie. À 100%. Non. Vous êtes craint, vous êtes, comment dire... On titille l'industrie, oui, on est un petit peu vous avez un peu des pressions, le petit caillou dans la chaussure. Oui. Non, vous subissez pas trop de pression. Non. Mais
Aussi, quelque chose auquel on est très très attaché l'une et l'autre, c'est l'absence de conflit d'intérêts. C'est-à-dire, on ne veut pas être conseil spécifiquement pour telle ou telle société. On refuse cette activité-là, ce qui permet effectivement vraiment l'une et l'autre de parler en toute liberté de tout, en l'absence totale de conflit d'intérêts. Bien, donc nous invitons les Vendéens plus largement donc, à visiter votre site Regard sur les cosmétiques, où en plus les articles sont vraiment abordables. En plus c'est drôle parce que vous faites des références aussi historiques. Parfois il y a une contribution de toute la famille puisqu'il y a les dessins des enfants qui viennent illustrer les articles. Et notre papa aussi. Et votre papa, ah oui c'est vrai. Le week-end sur les thèmes historico-littéraires ou littéraires et historiques. Oui, il y a des références. Papa fait des collages. Ouais, c'est un site qui est très agréable. Et même si on emploie des mots compliqués, le but, c'est quand même de nous éclairer en tant que consommateurs. Donc d'avance, merci à vous, même si je pense qu'on va plus se mettre grand-chose sur le corps après ça. Oh, il reste des choses. Il reste des choses. Suffisamment. Nous allons terminer l'émission Côté Cuisine avec la chronique d'Yvelisse sur la cuisine végétarienne. Bonjour Yvelisse. Bonjour Cathy. Alors, cuisine végétarienne avec vous. Oui, est-ce que vous êtes végétarienne? Je dis bien terrienne. Si je vous pose cette question, c'est que nous allons parler cuisine végétarienne et peut-être répondre aux attentes de 5% des Français qui sont, selon un institut de sondage récemment fait, un petit sondage qui a été fait il n'y a pas très longtemps, en 2017. C'est un peu une tendance, une mode C'est une qui petite tendance, oui, mais ça y est, on arrive à peu près à les quantifier. 5% des Français, c'est pas négligeable. Donc pour faire vos connaissances en matière, je vous présente donc 2 beaux livres qui pourraient éventuellement même faire des cadeaux de Noël. Oui, enfin, si vous trouvez un végétarien autour de soi. Hein, mais on n'est pas obligé de manger végétarien non plus tous les jours, mais si on veut vraiment, si on s'y intéresse, c'est intéressant de partir sur de bonnes bases avec des beaux livres, avec des bonnes recettes. Oui, parce que quand on est végétarien et qu'on improvise, ça peut être pas catastrophique. Bon du tout. Voilà. Il vaut mieux partir sur des bases bien écrites et de gens sérieux. Et notamment avec l'ouvrage de David Frankel et Laure Windal, qui s'appelle Green Kitchen at Home. C'est en anglais? C'est en anglais, mais il y a la traduction recettes végétariennes pour tous les jours. Oui, parce que les Anglais sont très végétariens. Oui. Enfin, plus. Donc lui est photographe, elle est danoise. Et ensemble, ils ont créé un blog culinaire qui s'appelle The Green Kitchen Stories, d'où sont extraits effectivement ces recettes qu'ils ont publiées. Une centaine de recettes. Donc leur blog culinaire qui s'appelle Green Kitchen Stories leur a permis effectivement d'écrire plusieurs ouvrages, dont celui-ci, et publié aux éditions alternatives. Une centaine de recettes avec le conseil et le mot d'ordre précis, organisation, anticipation. Donc on prépare des recettes de base, par exemple la sauce tomate, du houmous, des légumes en purée ou des légumes grillés, des salades de quinoa, de lentilles, des salades avariées. Et ensuite, on les intègre effectivement dans des recettes un petit peu plus élaborées, comme par exemple les fish and chips de chou-fleur ou la shakshuka sur lit de houmous. Oui, c'est un peu bizarre. Shakshuka, on dirait une danse, non? Oui, un petit peu. Leur place, donc, séduiront les végétariens, les végétaliens, les véganes, mais aussi les personnes allergiques au gluten. D'accord. Puisqu'ils ont effectivement aussi, ils dansent un petit peu sur cette vague-là. D'accord. Ils font la part belle, bien sûr, aux graines, aux céréales complètes et aux fruits et aux légumes bio. Bien. Voilà. Ça, c'était le premier. Et il vaut, on a dit... Il vaut 28 €, mais 256 pages, c'est quand même une bible. Quand même, c'est un livre assez imposant. Et donc, on a dit, c'est les éditions alternatives. Donc, forcément, c'est David Frankel qui a fait les photos. Oui, photos. Ouais. Le second livre, c'est celui de Bernard Laurence, qui est un blogueur aussi culinaire français, très connu, qui a écrit beaucoup d'ouvrages autour du monde. Et là, effectivement, il fait son tour du monde des recettes végétariennes. C'est comme ça qu'il les appelle, puisqu'il appelle son ouvrage s'appelle Végétarien. Parce que justement, c'est autour du monde. C'est un petit peu, voilà, c'est ça. Il fait le jeu de mots végétarien. Et donc, il propose des recettes sucrées ou salées qui permettent de préparer des repas équilibrés. Et côté finance, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément plus cher que des plats ou que des repas carnés. Donc ces escales l'ont conduit à visiter les restaurants végétariens du monde entier, les épiceries bio. Et de New York, de Rabat, de Bangkok et de Rio, il a rapporté plein de recettes, notamment des recettes d'apéritifs que je trouvais assez sympas, à base de graines, notamment la crème de feta à la pistache. Ben oui, il faut avoir l'idée. Ou un pâté de noix de cajou à la nette, conjugué. Moi, je trouve que c'est intéressant de conjuguer les épices. Non, pas encore, mais je pense m'y mettre pour Noël. Okay. Donc, chaque recette, on trouve un pictogramme qui indique si elle est avec ou sans gluten, si elle est avec ou sans lactose, si elle est végétarienne ou végétalienne. C'est très facile à suivre. Et puis, voilà, donc, combien de recettes Là, il y en a 115. Aussi, d'accord. Et ça coûte? Et celui-là, il coûte 24,90 € et il est édité aux éditions Flammarion. Très bien. Voilà.
Donc c'est étonnant de voir les gens qui sont partis sur des blogs maintenant qui éditent des livres. Comme quoi, il y a encore de l'avenir pour le papier. Absolument. Bien. Merci Yves, ça nous a ouvert un peu l'appétit. Merci Céline Couteau, merci Laurence Coiffard. Merci donc je le redis, allons voir votre blog Regard sur les cosmétiques. Donc tous les jours on peut grâce à vous décrypter un peu, regarder. Même le week-end. Même le week-end. Et même les jours fériés. Vous ne faites jamais de repos alors? Jamais. Pas de repos devant les cosmétiques. Très bien. Merci beaucoup. À une prochaine occasion. Merci. À vous.